on t'attend. Donc, Boker Tov, on est à 3 semaines de Pessah, pour ceux qui n'ont pas remarqué. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore commencé le ménage. Bonne chance. Et donc, on va se préparer dans les semaines à venir, à la soirée de Pessah. La soirée de Pessah, c'est la soirée où on a le plus de mitzvot de toute l'année. En termes de le nombre de mitzvot qu'on a à accomplir le soir de Pessah, il est unique. Il n'y a qu'un soir dans l'année où on a autant de mitzvot, c'est Pessah. C'est d'ailleurs marqué dans le Zohar que le soir de Pessah, il est défini comme étant une journée. Il est clair comme une journée. Donc un nombre incalculable de mitzvot et la mitzvah principale, enfin je ne sais pas si on peut dire principale, mais une des mitzvot les plus importantes, c'est la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Ce qu'on appelle, nous, la Haggadah. Exactement. Cette mitzvah, c'est une mitzvah minatora. Cette mitzvah, c'est une mitzvah qui a réussi qui concrétise la protection de l'identité juive. Pourquoi ? Parce que dans toutes les religions, on est basé sur le fait que Dieu s'est dévoilé à l'acrobate ou à Mohammed. Et puis après, il est parti raconter à tout le monde qu'il a vu Dieu. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant comme preuve. C'est pas collectif, tu veux dire ? C'est pas collectif. Alors que nous, on connaît cette histoire à travers l'histoire d'un peuple entier qui a vu Dieu. Et ce peuple entier, ça fait 3000 ans, qui raconte la même histoire tous les ans. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que nos parents ne nous mentent pas, que leurs parents ne leur ont pas menti, etc. Donc la chaîne, l'histoire et les maillons de cette chaîne de l'histoire, c'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'on est en train de partager. On raconte cette histoire à nos enfants. Nos enfants vont raconter ça à leurs enfants. Nos parents nous ont raconté, nos grands-parents nous ont raconté. C'est ça qui fait qu'on peut valider à 100% la véracité de cette histoire. Donc, l'histoire qu'on raconte le soir de Pessah, c'est en vérité la protection de l'identité juive. Et c'est pour ça qu'elle est tellement importante. On dit qu'une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir son rav, il lui a dit « J'ai rêvé que j'avais des milliers de talmidim, des milliers de chassidim. » Il lui a dit « C'est bien, mais le jour où il y a des milliers de chassidim qui vont rêver que tu seras leur rav, ça sera encore mieux. » Donc c'est exactement ce que nous on dit. On dit qu'il y a des millions de gens qui ont vu Hachem, la sortie d'Égypte, et cette histoire de voir Hachem à la sortie d'Égypte, tu nous la racontes. Quand on est sorti d'Égypte, on n'est pas sorti, on n'a pas fait un accord signé en douce, voilà. On est sorti en mode coco, ça veut dire il y avait les feux d'artifice quand on est sorti, c'était grandiose. Et il y a une raison à cela, c'est qu'Hachem il voulait marquer l'esprit de nos ancêtres pour que jusqu'à aujourd'hui, on continue à raconter la même histoire et on s'en lasse pas. On raconte la même histoire, on va créer une ambiance autour de la soirée de Pessah. Il y a une mise en place de Pessah. Et en vérité, j'ai dit à mes enfants hier, on était en plein rangement, je leur ai dit la vérité, al pi halacha, on peut faire le nettoyage de Pessah en quelques heures. Quelques heures. C'est vrai ça ? Ouais, al pi halacha en quelques heures. Faire tout en quelques heures. Ça dépend de la saleté de la maison de chacun. Non, ouais. Pas de la grandeur. Aussi. Non, mais la vérité, c'est que c'est la cuisine, et ça en quelques heures. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Bon, la vérité, c'est sympathique, tu vois, on renouvelle la maison, c'est sympathique. Mais ce qu'on gagne... Ah, moi, tu dis ça à mes enfants. Moi, mes enfants, ils kiffent. Ils sont dans le truc, j'ai un fils de 8 ans, il est excité, genre, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Ça l'excite. Mais c'est ça qui le marque, c'est ça qui marque son esprit, c'est-à-dire déjà aujourd'hui, il se rappelle. Il a dit à ma femme, c'est quand qu'on met la table dans la mirpesset du chametz pour manger dehors. C'est-à-dire que c'est un processus, mais c'est des choses c'est une chavaya qui reste dans les gènes. C'est-à-dire qu'il y a Pessah, il y a l'histoire qui va avec, il y a tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour, et c'est ça qui marque son esprit. Bien sûr, la soupe aux fèves, pour les autres, c'est ok, mais voilà. Pour les étrangers. Pour les étrangers. C'est-à-dire que... C'est Chabert, Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que mais mon beau-père, il priait dans une choule de Marocains, c'était une réserve protégée de Marocains, c'est-à-dire c'était des Marocains du Maroc. Les vrais, quoi, ça veut dire. Et voilà. Et David, écoute ça. Tous les Shabbats Pessah, je prie avec mon beau-frère Moshe. Et c'était la blague. Qu'est-ce qu'ils disent les gens à Haute-Sar là ? Comment aller la daf avec les fèves ? Ça veut dire, c'est des sujets de Pessah. Il y a pas un truc, c'est des sujets de Pessah. Mais même ces détails, qui sont des détails apparemment pas importants,
eh ben ça a toute son importance. Les minagim, chacun avec ses minagim, c'est important. C'est important, pas changer les minagim, garder les minagim, faire ce qu'on a l'habitude de faire, parce que c'est ça qui, voilà, on se rappelle, il y a des gens qui sont pas du tout religieux, mais ils se rappellent du plat de la grand-mère. Le plat de la grand-mère, et ça les a marqués. Et c'est ça qui, 20 ans plus tard, dit, ah, c'est ce qu'on mangeait à ma grand-mère, ah, c'était Pessah, et c'est ça qui va réveiller quelque chose. Donc ces minagim, ils sont hyper importants, et c'est ce que je dis, si déjà ces minagim, ils sont hyper importants, la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, elle est très importante. Maintenant, il faut comprendre, donc, puisque c'est ça, le clou de la soirée, il faut comprendre quelle est l'importance de cette mitzvah. Les Acharonim posent une question très simple. Tout au long de l'année, on a une mitzvah. Matin et soir, on doit faire Kriyat Shema. Kriyat Shema est composé de plusieurs mitzvot. Kabbalat al-Malchut Shamayim, Shema Israël. Kabbalat mitzvot, Ve'afta. Et on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. Le dernier pérec, Tzitzit, c'est la sortie d'Égypte. Ani Hashem le Krach, etc. Donc, pendant tous les jours de l'année, matin et soir, on parle de la sortie d'Égypte. Mis à part le fait qu'il y a à peu près 50 mitzvot qui sont là pour rappeler la mitzvah de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que tout au long de l'année, le kiddush, Zecher l'Itziat Mitzrayim. Ok? Il y a des tonnes de mitzvot, Zecher l'Itziat Mitzrayim. Donc c'est bon, tu nous as gonflé avec cette histoire. Zecher l'Itziat, on a compris, on est sorti d'Égypte. Tu veux que je te raconte l'histoire? On était en Égypte, on est sorti, j'ai fini. N'est-ce pas? Tout au long de l'année, on le dit matin et soir, matin et soir. Et le soir de Pessah, allez, vas-y, la soirée, la totale, quoi. Tu vas raconter. C'est bon, on a compris. Quelle différence entre la mitzvah du soir de Pessah et la mitzvah de Kriyat Shema? C'est exactement la même mitzvah, raconte la sortie d'Égypte. Et ça y est, on a compris. C'est une question que j'avais vue quand j'étais enfant. Et cette semaine, j'ai fait ce shiur quelque part. Et en faisant le shiur, je me suis rappelé de quelque chose. J'ai un copain qui m'a dit, il y a peut-être 15 ans, 20 ans, vous me direz à peu près il y a combien de temps, il m'a dit qu'il est parti voir 11 fois Titanic. 11 fois. J'ai dit, mais t'es un malade mental. J'ai dit, combien de temps ça dure? 3 heures. J'ai dit, t'es complètement fracassé, quoi. C'est quoi l'histoire? Un bateau qui a coulé. Voilà, j'ai fini. 11 fois 3 heures. C'est pas possible. Ah mais tu comprends pas. Oui, je comprends pas. Mais je comprends pas. Je comprends, mais je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui l'a fait kiffer? C'est l'imaginaire. Il était dans le truc. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il voyait le film, hop, il était en train de revivre le moment. C'était pour lui quelque chose de magnifique. Il était en train de revivre l'instant. Et bien, c'est ce qu'on doit faire le soir de Pessah. Le soir de Pessah, c'est pas rappel, tu vois, tu as un petit rappel. C'est revivre le moment. C'est voir la sortie. Keilou yatsam mitzrayim. Tu dois revivre le moment. Alors, il y a certains qui ont le minag de prendre un baluchon et de tourner autour de la table. D'autres qui ont... Chacun il a son minag de faire... Les Tunisiens, ils ont ce minag là, de faire ça. De prendre un baluchon. Hein? Algérien, Tunisien, l'homme chané. C'est l'homme chané. C'est des choses qui vont rappeler, qui vont pas simplement... C'est des choses qui vont nous mettre en condition. C'est pas faire un rappel. C'est revivre le moment. Pour revivre ce moment, c'est ça qu'on va faire le soir de Pessah. Tout au long de l'année, on va simplement se rappeler ce qu'on a refait vivre le soir de Pessah. Donc il y a un rappel dans l'année qui est conséquent. Et en vérité, tout le temps, on est en train de se rappeler. On rencontre ce genre de définition dans l'interdit d'oublier Amalek. On fait le rappel une fois par an. Mais c'est pas qu'on doit s'en rappeler une fois par an. C'est à travers le fait qu'on en parle une fois par an, on s'en rappelle toute l'année. Et bien la sortie d'Égypte, on va faire un vrai rappel le soir de Pessah. On va vivre la situation. Et à travers le fait qu'on va vivre la situation, on va pouvoir tout au long de l'année accomplir la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte de manière bien plus profonde. Donc, ce qu'on est en train de faire le soir de Pessah, c'est rentrer dans les détails de la sortie d'Égypte. Ce que je veux dire dans cette introduction, c'est qu'il faut se préparer à cette soirée. C'est pas simplement, bon, ok, on était en Égypte, on est sorti. Comme on va le voir dans la Haggadah, ce qu'on va réussir à faire, il y a énormément de détails. Chaque année, je le dis, il y a un livre que je conseille à tout le monde qui s'appelle Shlach et Ami, qui est en hébreu, qui est en anglais, je ne sais pas s'il est en français. Vous pouvez le trouver sur Internet. Il y a tous les midrashim de la sortie d'Égypte. De manière, c'est raconté comme un roman, d'accord? C'est une lecture que tu lis et c'est sympa l'histoire. Moshe et Aaron discutent, Paro discute. Moshe qui va voir Paro quand il est la première fois, Paro il est en train de faire ses besoins. Ben, on le raconte comme une BD quoi. Et lui il est en train de pousser, l'autre il dit ça va, qu'est-ce que tu fais là? C'est-à-dire, c'est une façon de raconter ça à nos enfants. C'est-à-dire que si on a réussi à faire éclater de rire nos enfants
quand Paro Bepijama, Beemtsa Alayla, quand il est sorti en pyjama pour aller chercher Moshe Rabbeinu, c'est là qu'on a réussi. C'est-à-dire qu'on a raconté l'histoire. Et pour ça, il faut être prêt, il faut connaître, il faut étudier, il faut ouvrir des livres. Dam, Tzfardea, Kinim, le sang, ok. Mais rentre dans les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui Tzfardea? C'est des grenouilles, c'est des crocodiles. Machloket, l'homme chané. Kinim, l'époux, chaque chose, il y a des détails qui sont incroyables à raconter. Donc tous ces détails-là, si on ne l'anticipe pas, si on ne vient pas commencer à préparer avant, c'est foutu. Et c'est dommage. Parce que c'est une soirée tellement incroyable, qui peut être vécue de manière tellement joyeuse et tellement... On sent que, waouh, on parle de notre histoire, on parle de choses incroyables. On va vivre ce moment-là, on va partager ce moment-là avec nos enfants. Si on ne prépare pas, on est foutu. Donc il faut préparer. Il faut préparer. Ne croyez pas qu'on a le temps, on n'a pas le temps. 3 semaines, c'est pas beaucoup. Non, on n'a pas le temps. Même si tu vas à l'hôtel, t'as pas le temps. Et si tu vas à l'hôtel, bon, je te plains pour la soirée du Seder. Pour le reste, non. Et pour la soirée du Seder, c'est pas top. Pour le reste, ça dépend. Si c'est une cuisine marocaine, oui. Top. Allez, on commence. On commence la Haggadah. La Haggadah, elle est faite de plusieurs parties. Ah, il est content, là, il est excité, le vin et tout. Un petit conseil technique, 2 conseils techniques. Acheter du bon vin, ça c'est facile. Des petits verres, ça oui. Et surtout, acheter un cadeau à vos femmes. Ça, c'est pas un conseil. D'abord, c'est une obligation d'après la halakha. Obligation d'après la halakha. Et ensuite, si vous voulez passer une bonne fête, un bon conseil. Des savates. Acheter un cadeau aux femmes. Parce qu'elles travaillent très dur avant Pessah. Et le minimum du minimum. Ça dépend lesquelles, peut-être t'as raison, mais pour le cadeau, elles attendent toutes. Alors là, tu n'y passeras pas. Exactement. Donc, allez, on commence donc. J'aimerais d'abord faire un détail avant le début de la Haggadah. Comme je l'ai dit, la partie principale de la Haggadah, c'est de raconter, bien sûr. Mais c'est surtout d'enseigner à nos enfants. Vous remarquerez, on verra au fur et à mesure, qu'il y a des mitzvot qui sont faits, qui sont dans le soir de Pessah, que pour éveiller la curiosité des enfants. C'est le seul intérêt de cette mitzvah. Après qu'il y a eu un intérêt de faire des choses bizarres pour éveiller la curiosité de nos enfants, on a trouvé tout plein de inyanim qui vont être à rajouter sur cette mitzvah. Je vous donne un exemple, Karpas. Karpas, il n'y a aucune explication. Dans la Gemara, c'est marqué, c'est pour que les enfants posent des questions. Pourquoi tu manges des salades maintenant? Pourquoi tu ne manges pas après? Ah, tu poses des questions? Viens, je te donne la réponse. Karpas. Il y a après des explications. Sa mère, parer, Ktonet Passim, etc. Tout ça, c'est... Non, c'est pas le but initial. C'est possible qu'à Alpi Kabbalah, il y avait des inyanim, comme le Zohar dit à chaque fois. Ane Bavlaï Tipshaï. Le Zohar, il dit que les Babyloniens, c'est-à-dire la Gemara, donc la halakha, ils sont idiots. Ils ont décidé des choses d'après des termes de halakha, alors qu'il y a des inyanim de Kabbalah. Mais l'homme est chané, c'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait des mitzvot qui avaient été, on va dire, métaphysiques avant que ça ait été institué par Chazal, avec des autres raisons. En tous les cas, la raison qui est marquée dans la halakha, c'est éveiller la curiosité des enfants. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt à le faire. Il y a un intérêt à avoir une conduite différente de tous les soirs. Par exemple, mais papa, pourquoi t'es gentil avec maman ce soir? Pourquoi tu ne tapes pas? Top. Allez. Alachmania diakla vatana bara de Mitzrayim. Je vais poser une question, je vais la laisser germer. La semaine prochaine, je répondrai à cette question. Alachmania, voici le pain pauvre, diakla vatana bara de Mitzrayim, que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Faux. Ils n'ont pas mangé en Égypte. Ils ont mangé en sortant d'Égypte. Et c'est pas simplement faux. Dans la fin de la Haggadah, on va voir, Rabban Gamiel va dire 3 choses. Matzazou al-Shema. Pourquoi on mange la matzah? Voilà, exactement. Avec un J, la base, Ouais, vous voyez ce que je dis? C'est des choses qui nous ont marqués. D'accord? C'est des minhagim qui nous ont marqués. Donc, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que quand on est sorti d'Égypte, on n'a pas eu le temps de préparer du pain, donc on a fait des matzot. Il faut se décider. Pain pauvre qu'on a mangé en Égypte, pain pauvre qu'on a mangé à la sortie d'Égypte. Dans le Midrash, c'est marqué que, dans le Midrash, dans le Rishonim, je ne me rappelle plus, il y a un Émora, ou je ne me rappelle plus qui c'était, il a été pris en captivité.
Il a dit qu'on lui a donné de manger de la matzah parce que la matzah c'était plus long pour digérer. Alors, c'est vrai que ça fait des problèmes digestifs, ça c'est clair. Mais est-ce que c'est-à-dire qu'ils avaient moins faim grâce à ça? Je ne sais pas. En tous les cas, il disait que c'était le pain qu'on donnait aux prisonniers. Donc, entre autres, il y avait du pain Hametz et du pain matzah. Mais on commence par une erreur. D'accord? On commence par te dire, on parle d'un pain qu'on a mangé en Égypte. Le fond de la question, il est pas seulement la contradiction. Si tu parles de la matzah en tant que pain que tu as mangé en Égypte, c'est un symbole d'esclavage. Tu commences donc la soirée par un symbole d'esclavage. Or, à la fin de la Haggadah, tu me dis, voilà, c'est le pain qu'on a mangé quand on est sorti d'Égypte. C'est un symbole de liberté. Pardon? Pardon? J'ai pas entendu. Oui, tu as raison. Non, ça me dérange pas. Tu as raison. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce qui me dérange, c'est la contradiction. C'est-à-dire, au final, c'est un symbole de liberté ou d'esclavage? Moi, j'aurais mis l'esclavage. Être marié, c'est bien ou c'est pas bien? Du pauvre, ça veut dire ce que ça veut dire, non? Oui, bon, il faut se décider alors. Il faut se décider quel est le symbole. Tu peux dire ce que tu veux, mais bon, il faut voir ce qui est marqué. Okay. Et il y a marqué les deux. C'est pas que t'as tort, c'est que t'as raison. Il faut se décider. Ça veut dire, ça peut pas être la même chose. Ça peut pas être en même temps un symbole de waouh, quel kiff, et en même temps un symbole, oh là là, c'est la cata. Il faut se décider. Je le laisse pour la semaine prochaine. Tout celui qui a besoin, qui vienne manger. Avant. Waouh. Pourquoi d'abord on a commencé tard? Au temps du Beth Amikdash, on avait l'obligation de faire le Korban Pessah la veille de Pessah. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sieste avant le Seder. Aujourd'hui, c'est une mitzvah de faire la sieste. Je rigole pas, c'est une mitzvah. Mais ils allaient faire le Korban Pessah. Il y avait trois groupes de personnes avec lesquelles tout le peuple juif avait fait Korban Pessah parce que tout le monde était en Israël, à Yerushalem à Pessah. Il n'y avait pas Elat. Il n'y avait que Yerushalem. Et il y avait donc des Korbanot Pessah pour tout le peuple juif. Et chaque Korban Pessah, il y avait 10, 20, 100 personnes qui étaient associées dessus. Il y a marqué que la Hazara était tellement remplie de sang que les Kohanim marchaient jusqu'aux genoux dans le sang des Korbanot Pessah. Ils faisaient le Hallel. Je sais pas, mettez-vous dans l'ambiance de milliers de personnes qui viennent au Beth Amikdash, qui chantent le Hallel, et en même temps il y a du sang, enfin voilà. Il n'y avait pas une mouche, il y a marqué qu'il n'y a jamais une mauvaise odeur, pas de mouche, etc. C'était quelque chose. Alva que ça arrive cette année. Le Korban Pessah, bien sûr. Le problème, c'est ceux qui ont commandé l'hôtel. Bon, c'est pas grave. Le Beth Amikdash descendra. Le troisième Beth Amikdash descend près du ciel. Ça c'est marqué dans Rashi. On s'en fout. Non, il n'y a pas marqué dans Tosfot. Je dis Shalom, je dis pas. Il y a marqué que toutes les questions qu'on a sur le futur, Eliyahu Hanavi répondra à ces questions. Qui descendent tout près, franchement. Permis de construire à Yerushalem, ça prend des années. Je voulais que Gérald travaille un petit peu. Et il n'aura pas besoin de travailler. Beth Amikdash, il n'aura plus besoin de travailler. Donc là, tu dis qu'à Jérusalem, le sang, c'était le sang des Korbanot. Ouais, bien sûr. Ça aurait pu être, je sais pas, c'est des guerres et tout. Non. Des guerres, non. Non, c'est le sang du Beth Amikdash. C'est le sang du Beth Amikdash. Agave, avant que j'oublie, chaque année je le dis, mais je le répéterai. Il y a une zgoula spéciale, la veille de Pessah, l'après-midi de Pessah, dans certaines Agadot. Il y a un texte qui a été écrit par Rabbi Shimshon Manstropoli. Rabbi Shimshon Manstropoli, c'est un des grands Mekoubalim Ashkenaz. Il a écrit un texte, il dit que celui qui dit ce texte l'après-midi de Pessah, il est mouftar, il est assuré de que son année se passe bien. Celui qui veut faire quoi? C'est un texte à lire un texte à lire l'après-midi de Pessah où il ramène un Zohar qui explique les makot d'après la Kabbalah et il explique et il dévoile ce que le Harizal explique. Et à chaque fois qu'il dévoile, il dit à Hachem Yazor que ce que j'ai dévoilé, je ne vais pas être puni dessus. Celui qui lit ce texte-là l'après-midi de Pessah, il est assuré d'avoir une belle année. C'est une heure et demie. Ça dépend pour qui. On avait dit qu'on devait faire la sieste. Toi, Tu peux faire les deux. C'est pour ça qu'il faut être tout prêt. C'est pour ça qu'il faut commencer. C'est pas. Il faut essayer de. Vous pouvez déjà essayer de lire pour comprendre parce que c'est pas compliqué à comprendre. C'est juste une heure et demie de lecture. C'est très facile. C'est pas pour une heure et demie de lecture. C'est des 3-4 pages comme ça. C'est pas une heure et demie de lecture, mais c'est des mathématiques. Il faut pas avoir peur. Il calcule. Il fait des calculs et c'est tout. Il explique de manière magnifique Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Akiva, des Gilgulim, chacun
qui disait le nombre de Makot qu'il y avait sur la mer, etc. C'est des Gilgulim, lui il a les Shabbat de David. C'est pas compliqué. Et je vous dis, c'est pas compliqué. Rabbi Shimshon Manstropoli. J'imagine que sur. Le rabbin qui l'envoie, non Pistamar. C'est ce que j'allais dire. C'est Goula, avant Pessah. 26 euros. Je sais qu'il est membre actif. Enfin, j'aurais dû dire 260. Je sais qu'il est membre actif. Ah, je sais pas comment actif. Actionnaire. Actionnaire majoritaire. Fondateur. Majoritaire, ça risque pas. Ashata Achal, Shana Babar d'Israël, Ashata Avdel, le Shana. Donc tout le monde, Kol Ditzrich et Tevivsar, tout celui qui veut venir s'associer au Korban Pessah. Top. On se demande à Hachem, on est Ashata Achal, on est maintenant là, on est l'année prochaine, on est Israël. Cette année, on est esclave, l'année prochaine, qu'on soit libéré. Donc on demande la Géoula. Ce texte a été écrit en araméen, il a été rajouté plus tard, puisque il a été rajouté après l'époque, quand on était en galoute et que le babylonien, je ne sais pas comment le dire, l'iraquien, on va dire, a été la langue parlée par le peuple, et donc on a rajouté un texte qui était parlé par tout le monde. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que la Haggadah, elle doit être comprise par tout le monde. C'est pas un texte, on lit, ok, Shnai Mikra Vechat Targum, on n'a rien pigé, ni d'un côté ni de l'autre, c'est bon, on a accompli la mitzvah. Pas vrai, mais bon, il faut comprendre. Il faut comprendre, il faut expliquer. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Manishtana Laila Azemikol Alelot. Je vous souhaite d'avoir le problème de certaines familles, 10 enfants et 92 petits-enfants, et que chacun doit lire Manishtana. Et que bon, cette année, le clan, la famille de Rouven, l'année prochaine, la famille de Bezrat Hashem. Mais sinon, c'est pas grave, on le lit tous ensemble. Voilà. On a trouvé des solutions. Non, la vérité, c'est qu'il faut que chaque famille elle le fasse de manière agréable. Il faut que ce soit un kiff. Bon, bien sûr qu'elle peut lire, elle doit lire. Alors, 2 secondes, je vais vous dire quelque chose. J'ai un ami de Gerbien qui m'a dit, chez nous, c'est pas compliqué. Nous, on est allongés par terre, les femmes, elles sont à la cuisine. Je lui dis tout au long de l'année, c'est un rêve. Mais à Pessah, c'est assaut. Pourquoi ? Parce que les femmes ont l'obligation de lire la Haggadah pas moins que les hommes. Et les Arba Kosot pas moins que les hommes. Et elles doivent lire la Haggadah pour que les Kosot ils soient à l'endroit de la Haggadah. Donc il faut que les hommes et les femmes soient assis à table en même temps, lire la Haggadah, comprendre et expliquer la Haggadah, et que les mitzvot soient accomplis autant par les hommes que par les femmes. Ok ? Il n'y a pas à tourner. Non, mais c'est pas grave, on va aller voir le couscous. Ah, pas le couscous. Il y en a qui réagissent plus vite que d'autres. Donc on mange tous les ans autant chametz que matzah, alors que ce soir que matzah. On mange du maror qu'on n'est pas obligé de manger tous les soirs de l'année. On mange en 2 fois les salades, alors qu'en général on les mange qu'en 1 fois. Et la dernière chose, que là nous est souvenu. Ce qu'on fait dans ces 4, tous les ans, on n'est pas forcément accoudé, alors que là on doit s'accouder. Ce qu'on fait encore une fois, c'est qu'on veut éveiller la curiosité de l'enfant. Pourquoi ? Rav Dessler donne un yesod en chinour à appliquer tout au long de l'année. Tu veux convaincre ton fils de faire quelque chose, si tu lui fais ton conférencier là, tu lui casses les pieds. Écoute, là c'est très important mon fils. C'est bon, tu peux être sûr qu'il ne se lèvera pas. Tu peux être sûr. Par contre, si tu lui racontes une histoire, tu piques la curiosité, tu l'intéresses. Mais pourquoi ? Dès qu'il a dit pourquoi, il est foutu. Dès qu'il est intéressé, ça y est, tu l'as entre les mains. Mais tu veux que je t'explique, la guerre en Ukraine c'est problématique, le pétrole machin, donc papa il risque d'être sur la paille. Ok. Bon mais papa achète-moi la PlayStation. Ah bah non, ça coûte trop cher, mais pas ça coûte trop cher, bah le pétrole. Pourquoi le pétrole ? Ah, quoi le pétrole ? C'est là qu'il va t'écouter. Donc piquer la curiosité des enfants, c'est attiser leur envie de comprendre. Dès qu'ils veulent comprendre, ils vont comprendre. Que ça doit venir d'eux. Picaron, ouais. Oui. Le rêve, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que quand tu essaies de parler aux enfants et que toi t'as envie, eux ils ont généralement pas envie. Et donc j'imagine que le soir de Pessah, où c'est formaté pour. C'est formaté, mais tu peux sortir des kavim. Ça veut dire que tu peux faire des choses qui vont les amener à poser des questions. Des trucs de provoque, ça marche bien, des trucs de provoque. Bien sûr, mais fais de la provoque. Ça dépend. Dans quel mood on rentre dans. Quand j'essaie d'initier une conversation, je prends des gens systématiquement. C'est ce que je te dis. Mais oui, c'est exactement ce que je dis. Quand tu veux faire ta déballe, laisse tomber. À qui tu peux vendre ? Celui qui veut acheter. Donc tu ne dois pas dire bon, ce soir, je vous explique. Laisse tomber, personne ne va t'écouter. Par contre, tu vas dire attends, je comprends pas. Mais marqué que Paro, il faisait 1 demi-mètre. Non, c'est pas possible. Il faisait 1 demi-mètre. Et sa barbe, elle faisait 1 mètre. Comment c'est possible ? Marqué dans la Gemara.
Le Maharal, il explique plein de choses. Bon, toi, t'es une famille de filles, c'est plus compliqué parce que là-bas, il y a un détail croustillant. Ils ont des marques, Non. Oui, Mais tu vas à l'envers. non, c'est-à-dire qu'il faut arriver avec c'est ça que je dis, il faut arriver prêt. Et voilà. Mais dès que la discussion, c'est comme la mayonnaise. Donc, dès que ça prend, ça va prendre. Top. Avadi Maïnou les Pharaons ben Mitzrayim. Donc l'idée de Manishtana, que ce soit par Manishtana ou que ce soit par le fait que ça a été instauré pour nous faire comprendre qu'à travers des questions, ils voudront écouter des réponses, c'est l'homme échané. Il faut attiser la curiosité des enfants. Ils posent des questions, il faut leur répondre. S'ils restent avec leurs questions, ça sert à rien. Il y a un père qui son fils n'arrêtait pas de poser des questions. Pourquoi le vent, pourquoi le soleil, pourquoi la lune? Le père il connaissait rien. Je sais pas mon fils. Un jour, il voit que son fils lui pose une question. Il dit, mon fils, si tu ne poses pas des questions, comment tu vas savoir? Il faut y répondre. Amadi Manou les Pharaons Mitzrayim. On était esclaves. Hachem nous a fait sortir de là-bas, c'est-à-dire en puissance. Il nous a pas fait sortir, bon, allez, un petit accord à l'amiable, genre l'Union Européenne, quoi. Mais c'est pas grave, on va arrondir les angles. Non, un vrai truc, quoi. Si on n'était pas sorti de là-bas, on aurait été encore esclaves. Je vous pose une question, vous êtes d'accord? Déjà, il y a Abraham Lincoln qui était là il y a 200 ans, donc abolition de l'esclavage. Mais bon, il y aurait des autres Abraham, quoi. Et puis Paro, l'Égypte d'aujourd'hui, elle n'existe pas. Il y a il y a des civilisations qui étaient très puissantes. Il reste rien aujourd'hui. Le Rav de Ponovitch, il était à Rome. Il a demandé au chauffeur de taxi de l'amener à Charles Titus. Et il est resté là-bas comme ça pendant un moment. Alors, celui qui accompagnait Rav, il dit quoi? Mais le Rav fait du tourisme. Il a dit non, t'as pas compris. Lui, il est là en train de montrer le peuple juif avec la menorah qui sort de Yerushalayim. Et c'est quoi? C'est un monument historique. Nous, c'est la vie. Nous, on n'est pas en train de... C'est pas un souvenir. C'est pas un souvenir. C'est-à-dire que des civilisations qui étaient très puissantes, qui nous ont fait du mal, ne sont pas à leur puissance d'avant. Nous, on continue à vivre à travers l'histoire. La Rome antique n'existe pas, mais le romantisme... Les Grecs aussi d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes que... Rien, Les Grecs aussi, c'est plus les mêmes. Les Grecs, c'est quoi? Il n'y a rien. Langue morte. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a en Grèce? Il y a un papousse. Non, il n'y a rien. Donc, nous, quand je dis qu'on aurait été, quand la Haggadah nous dit qu'on aurait été esclaves, c'est une affirmation risquée. La réponse est très simple. Ça aussi, je l'avais vu quand j'étais enfant. Il y a un peuple qui est sorti de l'esclavage, mais qui est resté esclave. Et il y a un peuple dont l'esclavage est sorti de lui. Ça veut dire que on aurait pu sortir de l'esclavage, on aurait pu ne pas être esclave, mais avec une mentalité d'esclave. Parce que 200 ans de manière esclavage, quoi. Ça marque, ça touche les esprits. On le voit, hein. On voit qu'il y a des gens qui sont restés avec une mentalité comme ça. Alors que le peuple juif, des fois c'est dangereux, mais pas du tout. C'est-à-dire, les gens qui sont sortis d'Auschwitz, 10 ans plus tard, ils étaient à la tête d'empire dans certains endroits. Mais comment c'est possible? Il y a cette volonté, il y a l'espoir, il y a l'envie de développer, de créer, d'aller de l'avant. Et ça, c'est parce qu'on est sorti. C'est-à-dire qu'Hachem nous a fait sortir, il nous a dit, bon, vous êtes autre chose. Quand on est sorti par la grande porte. On n'est pas resté en mode sorti, mais bon, voilà, quand on a peur de... Non, on est sorti avec toute la puissance. Et donc, si Hachem ne nous avait pas fait sortir Beat Razakov, Israël et Touya, on serait resté avec cette mentalité. On aurait été encore dans notre tête. Avadi Manou les Pharaons. On serait resté esclave à Paro. Le fait, pardon? Est-ce qu'on peut comparer ce qui se passe aujourd'hui? Parce que par exemple, là, nous, on est arrivé aujourd'hui de Galoute, on pense que la Galoute elle est finie, finalement. La Galoute, elle est qui pense que la galoute est finie? Non, on aurait pu penser que la Galoute est finie. On est arrivé de Côte-Slaret, c'est la Galoute, et finalement, on s'aperçoit avec tout ce qui se passe que la Galoute elle est encore en nous. La Galoute elle est pas encore. la même chose. La Galoute elle est là, c'est-à-dire qu'en fait, comme on n'est pas venu avec force, comme tu dis, qu'Hachem nous a pas pris de force. Tant qu'Hachem nous a pas fait sortir, Voilà, on est encore en galoute. Là, la Galoute, pour moi, je la sens qu'elle est là, elle domine ce pays. Mais on n'est pas esclave. Non, en réalité, quand tu vois ce qui se passe, tu te dis, bah attends, il n'y a plus de la mentalité du juif, elle est finie, il n'y a plus de mentalité du juif. Non, c'est l'homme tu le prends vers des horizons que j'ai pas visé là-bas. C'est pas le ignan de puissance physique ou puissance économique. Je m'inquiète. Non, c'est pas. Non.
tant qu'Hachem n'est pas mitgalé, on est en galoute. C'est ça le terme de galoute. C'est quoi Midgalé exactement? Qu'est-ce que t'appelles Midgalé? Quand il se dévoilera, tu le sauras. Mais c'est quoi Quand- Midgalé? Quand le mal n'existera Quand il n'y aura pas un mec qui vient avec une mitraillette pour tuer des juifs dans une rue. Ça s'appelle qu'il est mitgalé. Ça vaut combien de temps alors tu veux le savoir? Ah ben je sais pas, quand ça Ça, arrivera. c'est qu'en fait, en gros, nous, on Quand a. ça arrivera, quand le Mashiach sera là. Mais il faut les kélim. Quand le Mashiach sera là, c'est tout. Il n'y a pas à tourner autour du pot. C'est-à-dire si pendant un an il n'y a pas de... Non, t'as pas compris. Ça, c'est l'expression du Gilou Hashem. Gilou Hashem, c'est Bet Amikdash et Yerushalayim. On est complètement. Ah ouais, on pile Ah, Non, mais ça, c'est l'expression. Il n'y a plus d'Yetzera. Je ne sais pas pourquoi tu lis ça à Kadosh Baruch Hu, tu dois dévoiler. La galoute, on peut la faire sortir de nous et on est capable de voir les choses, apprécier les choses différemment, reprendre notre Alors, c'est Roupraï, c'est dans le... Je sais pas exactement ce que tu veux dire, et je sais ce que je veux dire. Non, mais ce que je veux expliquer, c'est que. se réapproprier notre histoire, se réapproprier notre mode de fonctionnement. Alors, c'est ça que j'explique. C'est ça que j'explique. Non, mais regarde. Je n'aurais pas dit ça. C'est ce que j'explique. C'est ce que j'explique. On peut, par erreur, croire que le fait de ne pas être en galoute, c'est être autonome ou ce que tu dis, cette histoire. Ça, c'est que un détail de l'expression de la liberté. La vraie Géoula, c'est quand Hachem il est mitgalé. Beofen mukhlat. C'est-à-dire il n'y a plus aucun doute. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun goy sur terre qui ne croit plus en Dieu. Ça, c'est Giloui Shrina. On n'y est pas. On n'y est pas. Maintenant, à quel niveau de galoute on est? Et on ne va pas se voiler la face. Entre aujourd'hui et il y a 80 ans, c'est sûr qu'on est dans un mode qui est différent. Mais est-ce que la galoute, elle est finie? Non, elle n'est pas finie. Mais c'est une galoute plus agréable, on va dire. Plus facile à vivre. La preuve, c'est qu'on peut en parler tranquillement. Et qu'on est tranquille dans nos têtes. Et qu'on a une assurance. Et qu'on a un pouvoir qui nous permet de continuer à affirmer, à développer, à discuter de ces choses. Bien sûr, c'est une autre galoute. Mais c'est pas la Géoula. On n'est pas en Pardon. galoute, mais qu'on n'est pas encore en Géoula, c'est... Oui, mais je suis d'accord, mais pas sous cette, parce que ça va être galvaudé après. Ah oui, non, je ne rentre pas dans les zones d'ombre. Mais on est d'accord, c'est-à-dire qu'évidemment on est dans un autre style de galoute. Mais si je veux aller maintenant faire le contrepoids de l'autre côté, peut-être que cette galoute qui nous fait croire qu'on est en Géoula, elle est pire que la galoute quand on savait qu'on était en galoute. Le Rachaim Akadosh dit que il y a marqué Vaïtzaku el Hashem batzar lahem dans Télim, c'est marqué. Il dit que le peuple juif, il est passé par des étapes. On était en esclavage. Moshe Rabbeinu il dit à Paro, allez hop, tout le monde dehors. Paro il dit comme ça. Allez hop, encore plus dur. Moshe Rabbeinu il dit attends, mais tu m'as envoyé pour les libérer. Ce qu'on a maintenant. Tu m'as envoyé pour les libérer ou pour empirer? Hachem il dit attends, tu vas voir. Comme le peuple juif, il a souffert de manière encore plus forte. C'est là que ça a déclenché la Géoula. Pourquoi? Parce qu'on était tellement habitué à être en galoute qu'on a perdu espoir. Mais quand on a souffert encore plus, c'est là qu'on a levé les yeux vers le ciel. Vaïtzaku, ah vous avez demandé la Géoula? Eh ben vous allez la voir. Il faut demander la Géoula. Voilà, on a le représentant du Rabbi qui est là. Il faut demander. Non mais c'est vrai, il faut demander la Géoula. Même Rav Keneski. Mais Barour, mais je dis ça rien que pour te truquer. Mais c'est Barour que c'est Tzarech Levakesh. C'est pas. Non, c'est pas prendre cher, au contraire. C'est Barour que nous on s'habitue trop, c'est trop beau. C'est-à-dire que tu parles avec n'importe des gens standards. Ouais, c'est un kiff Israël, Tel Aviv, c'est le kiff, il y a des restos cachers. C'est pas ça la Géoula. Je suis désolé, c'est pas ça la Géoula. Alors, pardon? Non, mais il n'y a pas la mer à Paris. Non, mais l'homme est chané. L'homme est chané, ce que je veux dire, c'est que ça nous habitue à un système où on se dit, bon, on est bien là. On est très bien comme ça. Mais t'as rien compris? On n'est pas bien du tout. Ah, mais c'est un kiff d'être comme ça et de se dire à ce moment-là, je suis pas bien. Là, t'as raison. Là, ça veut dire c'est bien d'être dans une situation où Baruch Hashem, t'as le temps d'étudier, t'as le temps de prier, t'es en liberté, il y a personne qui t'embête, tu fais ce que tu veux. Et dans tout ça, tu vas te dire, mais Hashem, ça me suffit pas encore. Je me suffit pas moi du Coca Light, je veux le vrai Coca, moi. Je veux le vrai truc. Je veux la Géoula Shlema. Zevadaï. Alors d'un côté, donc celui qui prend conscience de ça, il profite à tous les niveaux. Celui qui ne prend pas conscience de ça, il dit bon, on est bien là. C'est un peu facile aussi. Qu'est-ce qui est facile? De prendre conscience, enfin, si c'est suffisant pour toi. C'est quand la dernière fois que tu as demandé la Géoula du fond du cœur? Alors voilà, ne dis pas c'est facile, c'est très difficile. Ah ouais? Vraiment du fond du cœur, il a dit du fond du cœur. C'est quand la dernière fois que tu as prié pour ta parnassa? Ce matin. Voilà. C'est quand la dernière fois que tu as prié pour que le Mashiach il arrive? Tous les jours.
Avec la même intensité? Quand même, attends, c'est ça. Eh ben, t'as un tzaddik, moi des brachot. Mais c'est Moi, pas moi, que c'est pas que moi, c'est personnellement, je te parle Mais c'est personnellement pas de que moi. c'est- Je peux prier pour des choses, des détails de ma vie, mais qui m'embêtent sur l'instant T. Et pour la voiture, tu Eh, prends la voiture. bien sûr, je prie pour la voiture, j'en ai marre, j'en peux plus. Mais je rigole pas, je prie pour ça. C'est à ça que je pensais. Sur ça, je prie, parce que ça m'embête. Est-ce que le Mashiach, il me manque autant que la voiture qui me manque? Franchement, non. C'est un défaut. Franchement, c'est un besoin. Ça, je sens le besoin, ça, je sens pas le besoin. Mais c'est ça la galoute. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc l'intensité et le besoin. Il y a des moments dans ta vie. Il y a des moments dans ta vie. Il y a des moments dans ta vie où tu assimiles ton problème de Parnasse, ton problème de Shalbait. Avec le Mashiach. Avec tout. D'accord. Avec tout. Donc, c'est normal si la vie est. On est d'accord. Mais Jérôme, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Comment ça descend? Non, je ne connais pas. Non, mais on est d'accord. Parce que, on est, bien sûr. Elle peut s'expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de dire que personne ne le fait ou que personne n'a rien à faire, seulement ne pas se tromper et ne pas croire que les mecs qui vont aller à Pessah à l'hôtel, les mecs qui vont dire ah, Pessah, on a kiffé, il y avait de la boutarde tous les jours. Mais c'est pas ça la Géoula, mon ami. D'accord, compris. mais. T'as rien compris, mais je t'ai pas dit. 40 ans, c'est pas super les 40 ans. J'ai pas dit. C'est là où on vit pas. Non, voilà, là, le Tunisien il se réveille. Non, mais j'ai pas dit ça. Faut un petit. J'ai pas dit qu'il faut pas kiffer, t'as pas compris. J'ai pas dit qu'il faut pas kiffer. Mais quand tu prends de la moutarde, il y a un morceau, tu dis Zechel Achourban. Tu laisses pour le Marocain. J'ai pas dit qu'il faut pas kiffer, mais faut pas croire. Faut pas croire qu'on est en Géoula. Tom, je conclus. Ce que je veux dire, c'était la discussion. Des années Il y a des gens qui croient. C'était la Il y discussion. a des gens qui croient, c'est une armée, une monnaie, un pays. Mais ça, c'est du nationalisme, ça, c'est pas de la Géoula, ça. C'est ce C'est que j'ai dit. Il vaut mieux être comme ça. D'un côté, il vaut mieux. Qu'est-ce que tu veux? Si tu me dis aujourd'hui, si tu veux aujourd'hui, tu me donnes le choix. Qu'est-ce que tu préfères? Aller étudier la Torah au ghetto de Varsovie ou ici? Il n'y a pas de question. D'accord? Mais est-ce que c'est ça la Géoula? Il n'y a pas de question non plus. C'est tout. On est d'accord. Donc il y a pas. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut rien comprendre. Cette Nekuda-là, il faut demander. Le soir de Pessah, il y a marqué que ce soir de Pessah, il a un impact de Géoula. Benissan Egalou, Benissan Atitin Egael. C'est-à-dire que quand on va attendez une seconde. Hachem, il est venu, il a fait Makat Dam. C'est-à-dire, imaginez 2 secondes. Hachem, il vient. T'arrives le lendemain, Gaza, il y a des hôtels 5 étoiles que pour les juifs. C'est possible ou c'est pas possible? Eh ben voilà. Moitié prix. Quelle moitié prix? Les mecs, ils vont venir te cirer les chaussures. Gratuit. Réfléchis en mode Géoula. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Pas à dire, ouais, c'est bon, on est les plus forts, on va tous les écraser. On sera tellement fort qu'on aura besoin d'écraser personne. C'est ça la Géoula. Donc on doit se dire qu'on n'est pas en Géoula et qu'on veut la vraie Géoula. On va demander à Hachem. Vous n'allez pas dire qu'on crache sur la situation. C'est-à-dire qu'on dit à Hachem, attends, mais Aïka, ça sert une assez faire. Ok, on est bien, on est tout ça, mais il manque, toi, t'es où, toi, dans l'histoire? Comme un gars qui va se marier. Il a acheté une maison, il a acheté une voiture, il a acheté une chambre à coucher. Et elle est où la femme? Si elle vient pas, il n'y a pas. Le Icar, il manque. Tu as tous les ingrédients, mais le Icar, il manque. C'est ça qu'il faut se demander. Bah, ça fait. Non, mais vraiment, je pense honnêtement, c'est une question que je me pose.